Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h, sur François Corse via Stella, évidemment. Il est le 45e président des États-Unis d'Amérique. Donald Trump a prêté serment vendredi sur les marches du Capitole à Washington. Au-delà de la cérémonie très codifiée, ce qui est intéressant, c'est la rhétorique utilisée par le président milliardaire. Nous transférons le pouvoir de Washington et nous le rendons à vous, le peuple. Et ces mots rappellent le discours de l'un des plus célèbres bad boys de la galaxie Batman, Bane, qui dans The Dark Knight Returns faisait lui aussi la même promesse. Nous rendons Gotham City à vous, le peuple. Le mot de la fin revenant au Wall Street Journal, qui évoque un retentissant manifeste populiste, pas mieux pour définir le premier discours de Donald Trump. Cette analogie est d'ailleurs mettre au crédit du site internet Brainstorming et Second Degré, qui fut le premier à révéler cette comparaison. Les titres de votre 20h. Au PS et aux ses alliés se pose la question gauche expert comptable et utopiste, c'est le débat de votre 20h. Conservateur de la maison Bonaparte, il signe un ouvrage exigeant, Salomé aux enfers. Jean-Marc Olives est l'invité événement de votre 20h. Bonsoir mon cher Jean-Marc. Bonsoir Philippe. Je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau pendant le 20h. Pour votre ouvrage Salomé aux enfers, les carnets de Frania Monde. Frania Monde a écrit 8 carnets durant sa détention à Bergen-Belsen. 8 petits carnets qui reprennent des notes prises de 1933 et qui racontent sa vie et celle de ses proches dans le ghetto de Varsovie jusqu'à ce maudit mois de novembre 1943. Comment définir votre Frania ? D'abord, c'est une femme libre. Ça, je pense que c'est fondamental. C'est un personnage qui a existé. C'était une danseuse et c'est la seule révolte connue au ghetto de Varsovie. Et c'est quelqu'un qui fait un long cheminement. C'est-à-dire que c'est d'abord quelqu'un qui... C'est une danseuse, elle n'a pas de travail, c'est le ghetto de Varsovie. Elle n'a pas de travail dans les théâtres nationaux. Elle danse dans les cabarets. Il y a 61 boîtes de nuit dans le ghetto de Varsovie à cette époque-là. Et elle fréquente les pires collabos du ghetto. Et petit à petit, elle fait un chemin, elle se rend compte que les Allemands ont programmé leur extermination et là, elle va s'engager de plus en plus dans la résistance. Oui, et puis vous en faites un portrait danseuse magnifique qui est sublimé par un récital Salomé. C'est ça aussi l'ancrage de votre ouvrage, dès les premières pages de ces carnets. Le roman commence par une représentation de Salomé à l'Opéra de Berlin. Il finit par une représentation de Salomé dans le camp d'Auschwitz. Et au milieu, il y a le récit de la vie de Frania, mais il y a aussi son identification qui se fait de plus en plus marquée avec le personnage de la danseuse. La danseuse par excellence, celle qui apparaît dans la Bible, qui a causé la mort de Saint Jean-Baptiste et qui est Salomé. Vous aviez le désir, entre la narration romanesque et entre le récit historique, le récit de la mémoire, d'écrire un ouvrage avec pour fil d'Ariane notre histoire, l'histoire sombre, l'une des pages les plus sombres de notre histoire contemporaine. Moi, c'est une histoire ça a été un abîme dans lequel j'ai plongé pendant au moins un an ou deux, disons. Et ce livre a été une manière de m'en sortir parce que j'étais vraiment extrêmement secoué par ce que j'ai lu quand j'ai lu des ouvrages sur Auschwitz, sur ce que ça a représenté. Et quelque part, on suit Salomé Frania dans ce cheminement. Et ça nous permet à la fois de découvrir ce qu'a été cette époque, et j'ai pu imaginer un personnage qui réussissait à maîtriser son destin, ce qui n'était pas facile du tout, dans le ghetto de l'époque et dans le camp d'Auschwitz. Pour comprendre votre ouvrage, pour appréhender la peur, parce qu'il y en a évidemment, la peur, pour appréhender les démons de la nuit, pour appréhender le fascisme, c'est difficile, c'est hard, c'est même pour le lecteur des coups de poing vraiment que vous donnez. Je vais vous demander, mon cher Jean-Marc, ce n'était pas prévu, mais spontanéité oblige, de lire quelques lignes. Quelques lignes de votre récit. Et vous savez, j'ai fait attention, j'ai essayé de ne pas accentuer le côté terrible de cette époque. Il y a des passages où j'étais obligé, parce que c'était comme ça et je n'allais pas transformer Auschwitz en camp de vacances. Mais j'étais obligé. Mais j'ai essayé d'être le plus atténué possible, parce que ce qu'on lit dans les témoignages de l'époque, c'est terrible en revanche. C'est certainement plus fort que ce que vous décrivez, parce que là où c'est aussi intéressant dans votre narration, c'est qu'il y a ce va-et-vient. Il y a les carnets de Frania, c'est ce qui
rythme le livre, évidemment. J'ai complètement inventé. Hein. Ça allait être ma deuxième étape, c'est le récit de la fiction ici. Hein. Et il y a cet ancrage historique, et il y a ces quelques mots. Pour moi, ces quelques mots, alors on l'a compris, il n'y a pas que des pages terribles, il n'y a pas que des moments terribles dans votre ouvrage, mais ils disent beaucoup de votre livre, nous en parlons tout de suite après. Regardez, j'ai même fait des petites accroches. Je vais demander à la caméra de Paul Lucha, notre réalisateur, de filmer ce moment avec vous. La panique qui s'installa alors dans le ghetto, nul ne pourra jamais la décrire. Elle n'avait d'égal que la violence que les autres c'est les Allemands, déployèrent envers nous. Après les mensonges, paroles d'honneur, paroles d'officiers SS, jurés de la main sur le cœur, ils n'ont plus cherché à donner le change. Poser une question, intervenir pour aider un ami à se relever, se mettre à l'abri, était immédiatement sanctionné par une balle de revolver. Ce sont des témoignages aussi, on les connaît en littérature, au cinéma, que vous avez lus, que vous avez pris de plein fouet, vous les restituez dans cet ouvrage. C'est un peu ça, c'est-à-dire que quand j'ai lu tous les témoignages que je pouvais trouver du ghetto de Varsovie et d'Auschwitz, je les ai lus. Hein, des mémoires des sondeurs commando, des mémoires du président du conseil juif du ghetto, j'ai tout lu. Et après, c'est vrai que le roman, ce que ça permet, c'est d'en faire un système cohérent et signifiant. Alors que des fois, c'était des événements qui n'avaient pas de sens en eux-mêmes, disons. Mais quand on les relit à la lumière d'aujourd'hui, bon, c'est comment tout ça finit, c'est extrêmement signifiant. Et quand on met certains événements, on regarde les uns par rapport avec les autres, c'est encore plus probant, encore plus évident que lorsqu'on lit un témoignage isolé. La liberté du romancier, elle était dès le départ dans votre idée. Il ne s'agissait pas de faire uniquement un récit historique. Non, il y avait le désir d'insuffler du romanesque. C'est aussi je voulais cela chez vous ? D'ailleurs, j'ai changé le nom de la danseuse. Elle a existé, elle s'appelait Frania Mann. Je l'appelais Frania Mond pour pouvoir avoir une plus grande plage de liberté. Et puis, j'avais ces deux pôles, ce qu'on sait de sa vie. Elle est la seule à tirer sur un SS au camp d'Auschwitz, le seul acte de révolte. Et de l'autre côté, elle était la maîtresse du chef des collabos, le pire allié des Allemands dans le ghetto, lorsqu'elle est jeune. Elle est jeune, elle est très belle, elle rentre de son académie de danse en Suisse, et là, elle devient la maîtresse de Ganswatch, qui est le pire collabo. Et après, il y a son cheminement jusqu'à son départ pour Auschwitz. Et là, c'est un cheminement à la fois personnel, et puis à la fois, c'est un peu les Juifs qui font le bilan de ce qu'ils sont en train de vivre. Parce qu'au début, personne ne pouvait croire que les Allemands avaient programmé une extermination d'une manière aussi, j'allais dire, rationnelle, aussi industrialisée, aussi terrifiante. Et là, petit à petit, elle le devine. Et à ce moment-là, sa conduite s'adapte et ça va mener à ce qu'on voit, cette révolte dans le ghetto. Alors, mais quelle est la part, votre regard, votre singularité d'écrivain dans cet ouvrage ? Je le dis parce qu'il y a deux piliers, il y a l'histoire, mais il y a aussi votre regard. La fiction, elle est présente évidemment dans votre livre, c'est un roman, c'est un récit. La singularité de votre regard, elle se trouve où ? Dans la construction du personnage ? Alors, dans la construction du personnage, sans doute. Sûrement dans la construction du roman, à partir de témoignages, toutes les scènes que je décris, des fois on me dit, mais ça, c'est pas possible, ça n'a pas pu exister. Oui, ça a existé. Et je peux vous donner la référence de telles mémoires où c'est présent. C'est l'historien, là aussi, qui a travaillé sur la materia prima. Oui. Et puis après, il y a là, je suis historienne de l'art, je n'ai pas pu m'en empêcher, il y a la tresse du fil de récit tressé avec l'histoire de Salomé. Je voudrais que l'on voit un dessin, vous l'avez sur votre écran, un dessin de Plantu, un petit clin d'œil intéressant parce qu'il dit aussi beaucoup de choses de votre ouvrage. Il les résume bien, enfin en tout cas s'il les résume bien, il caractérise bien le livre ? Oui. Oui, j'étais étonné parce que ça a été... je présentais le livre pendant quelques secondes, il a fait ce dessin et il a réussi à le résumer. Ça, je trouve ça fabuleux parce que c'est quand même un long récit et c'est extraordinaire de ces dessinateurs qui, en 3 traits, vous racontent ce que vous avez mis 6 ans à rédiger. Pourquoi ce livre maintenant, Jean-Marc Olivez ? C'est un très long processus. J'ai dû commencer ce roman en 2007, je crois. Et c'était à un moment donné où j'avais découvert ce qu'avait été Auschwitz. J'étais passé comme tout le monde à côté. Oui, c'est affreux, tout ça. Mais à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à lire des choses là-dessus. Et ça a été une descente aux abîmes. Et ce livre m'a été une descente aux enfers. Et ce livre m'a permis de remonter. Une descente aux enfers personnel. Ah oui. Je pense que tous ceux qui travaillent à un moment donné sur ce sujet, on se dit, c'était 15 ans avant ma naissance, c'était en Europe, c'était dans un pays évolué qui était l'Allemagne. Et puis, quand on voit par exemple les cursus des officiers allemands du ghetto, ils étaient docteurs en droit, en philosophie, c'était pas des imbéciles et ils ont pu arriver à ça.
Et ça moi, ça m'a terrorisé. Avec ce livre, vous avez réussi à trouver la part de lumière dans l'une des pages les plus sombres, les plus terrifiantes de notre histoire. On fait un bout de chemin avec Frania. Alors, la fin n'est pas des plus heureuses, on ne va pas la raconter, mais ça, c'est pas. Mais en revanche, elle arrive quand même à mettre un peu de la prise en main de son destin. Elle le prend en main à un moment donné. Quand on voit combien tout ça a été contraint par les nazis, par le ghetto, par le camp, elle arrive quand même à mettre son destin, à le prendre en main et arriver à faire ce qu'elle veut finalement. Et ça, pour moi, c'est une leçon un peu de résistance. Vous avez commencé à l'écriture, vous nous l'avez dit, en 2007. Le livre est sorti il y a quelques semaines. Dans ce processus d'écriture, long de plusieurs années, quand avez-vous su, Jean-Marc Olivès, que votre livre était là ? C'est une question difficile, ça, notamment par le regard des autres. Les autres, à un moment donné, j'avais fait un récit antérieur qui se passait de nos jours et beaucoup d'amis m'ont dit ça, tu le supprimes, tu sautes directement dans les carnets. Et après, quand je faisais lire les carnets, les gens me disaient mais où tu les as trouvés ? Donc là, je me disais, ils sont plausibles et ça marche. Donc là, après, on a fait un gros boulot avec l'éditeur, avec Bernard Biancarel, qui m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé. Salomé aux enfers, Jean-Marc Olivès, les carnets de Frania montent aux éditions Albiane. C'est fortement recommandé par la rédaction de Pendant le 20h. Merci beaucoup, mon cher Jean-Marc. Et merci certainement à vous, Philippe. À bientôt. Je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n'y aura que des experts comptables. Cette formule que l'on prête à François Mitterrand révèle l'affaiblissement du politique. La primaire de la Belle Alliance populaire a donné ses deux finalistes, Hamon et Valls, une gauche dite de gouvernement et une gauche de l'utopie. Alors, cette question, président ou expert comptable, c'est le débat de votre 20h. Bonsoir à vous. Oui, hâtez-vous. Mes chers généraux. Un petit embouteillage en coulisses. Oui, embouteillage en coulisses. Bonsoir à vous deux. Marie-Jo Harry-Guilandine, journaliste, éditrice. Vous la connaissez, elle intervient souvent, très régulièrement pendant le 20h. Et un petit nouveau. Norbert Paganel, écrivain, qui va venir nous rendre visite également pendant cette longue période politique qui s'annonce. J'ai dit la formule que l'on prête à François Mitterrand, révélée par Jean-Marc Benamou dans l'un de ses ouvrages. Je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n'y aura que des experts comptables. Qu'entendez-vous par cette formule, Norbert ? Alors je crois que ce qu'on peut entendre à un premier niveau, c'est un peu ce que disait Hegel il y a très longtemps, au début du 19e siècle. Il n'y aura plus de héros dans l'État moderne. Le héros, c'est l'homme providentiel, c'est quelque part un peu François Mitterrand. Et le technocrate, le comptable, voilà, ce sont un peu ceux qui ont suivi et qui n'ont pas de grands projets, finalement, qui se contentent de gérer. De grands caps, de grandes visions. Voilà. Marie-Jo. Oui, un petit peu le même esprit. On en avait déjà parlé d'ailleurs sur ce plateau. C'est vrai que Mitterrand, c'est encore un homme des grands projets, des grandes réalisations. On parlait du Louvre, on parlait de ce genre de choses. Il avait envie de marquer aussi et la politique et la France de son empreinte. C'est vrai qu'après, il y a eu une petite chute peut-être sur le charisme des présidents. Mais bon, voilà, c'est une phrase qui est un petit peu particulière, mais c'est vrai que je crois qu'il lui s'est donné les moyens, en tout cas, de laisser des traces. Alors cette phrase qui est très particulière, même, ma chère Marie-Jo, j'ai voulu vous la délivrer en écho, dans un premier temps, à la primaire de la Belle Alliance populaire, avec les deux finalistes, Valls et Hamon, tout simplement parce qu'on a entendu ces dernières heures, ces derniers jours, depuis dimanche d'ailleurs, cette formule-là. Incarne l'autorité de l'État, a une stature présidentielle, ce sont certains commentateurs qui le disent, et l'autre, Hamon, est du côté de l'utopie. Alors, selon vous, aujourd'hui, c'est une gauche expert comptable ou une gauche utopiste qui existe dans le paysage politique français ? Alors, si je veux être simple et rapide, je dirais... Il y a une gauche un peu utopiste qui semble émerger. Celle d'Hamon.
Ah oui, c'est pas Valls, c'est évident. Hein. Ça, c'est c'est évident. évident. Là, tout le monde sera d'accord. Mais si on veut élever un petit peu le débat, et moi j'aime bien faire référence... J'aime bien quand Norbert élevons le débat. Élevons le débat. Et j'aime bien faire référence à l'un des maîtres de la science politique contemporaine, c'est Max Weber. Bon, que nous dit Max Weber? Il nous dit le pouvoir politique, c'est ou le pouvoir de la tradition, on se réfère à la tradition, ou le pouvoir charismatique, c'est-à-dire le pouvoir du chef de guerre, ou peut-être du chef d'entreprise, ça revient à peu près au même, ou le pouvoir rationnel, c'est-à-dire la compétence légale. Ces trois composantes, elles peuvent se combiner. Il n'y a pas de pouvoir complètement chimiquement pur. Elles peuvent se combiner. Mais ça nous donne une grille de lecture intéressante. Parce que qu'est-ce que nous voyons avec Hamon? On voit, avec Benoît Hamon, émerger la thématique d'une remise en cause du travail, finalement. Oui. Hein, de la fin valeur du travail, de la fin de la valeur travail. Et cette remise en avec cause... le revenu, pardon, avec le revenu... Tout à fait. Cette remise en cause universel. de la valeur travail, elle est profondément ancrée dans la culture de gauche. Oui. Je vous rappelle que Marx, lui-même, faisait la critique de l'aliénation du travailleur. L'aliénation, c'est quoi? C'est cette partie de lui-même qui va vers autrui, vers la chose qu'il produit. Hein. Je vous rappelle aussi qu'il y a un véritable best-seller, Le droit à la paresse de Paul Lafargue. Paul Lafargue qui avait épousé la fille de Karl Marx, hein, qui vantait le droit à la paresse. Finalement, le socialisme a le droit de réduire le temps de travail et de glorifier le farniente. Et c'est un petit peu ce qu'il a fait. En tout cas, c'est ce qui semble... Enfin, je n'irai pas jusqu'à votre analyse, mais il propose une véritable rupture dans la société. Mais pas que Hamon. La réduction du temps de travail, ça rentre dans cette logique. Les congés payés du Front populaire, ça rentre aussi dans cette logique. Oui. Alors, une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Et finalement, y compris de la gauche, la civilisation ont réduit le temps de travail. Je reviens à Max Weber. Finalement, il incarne quoi, Hamon? Il incarne une certaine tradition du socialisme français et même international. Marie-Jo. C'est bien de renouer effectivement avec des vieilles traditions. Je crois que c'était dans les dernières nouvelles d'Alsace, il faisait le parallèle en fait de Nirose entre Hamon l'utopiste et Valls l'hyper-réaliste. Oui. Donc du coup, est-ce qu'il est hyper-réaliste? Expert comptable, est-ce que les experts comptables d'ailleurs sont hyper réalistes aussi? Il sort finalement quand même du gouvernement en place, donc il est peut-être réaliste, à défaut d'être hyper réaliste. Et c'est vrai qu'il n'arrive pas avec des utopies. Et je pense que c'est peut-être dommage aussi, parce que c'est vrai que renouer avec les fondamentaux aussi du socialisme et renouer avec ce qui a fait défaut dans ce gouvernement aurait peut-être été une bonne idée quand même. Vous comprenez l'analyse qui est faite entre d'une part cette gauche que l'on dit réaliste, cette gauche que l'on dit de gouvernement, assez curieusement d'ailleurs on dit gauche gouvernement, et cette gauche que l'on qualifie d'utopiste. Vous la comprenez cette comparaison ? C'est-à-dire c'est vrai qu'il a mis la barre un petit peu haut dans ses projets, Benoît Hamon, donc effectivement ça paraît extrêmement utopique, donc utopique dans le sens irréalisable des choses. C'est exactement ce qui se cache derrière le mot. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. On appelle là l'utopie, le fait que c'est absolument impossible à atteindre. Donc c'est pas tout à fait juste, puisqu'il y a quand même des choses qui sont tout à fait possibles à atteindre. Et c'est vrai que du coup ça devient assez péjoratif. Mais expert comptable, c'était pas déjà péjoratif. Donc on est entre, finalement, une dichotomie entre péjoratif et péjoratif. Quelle solution va-t-on trouver dans tout ça? Alors, on va passer de la gauche, on va passer au couple présidentiel à l'Assemblée de Corse. Couple présidentiel, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais moi je l'aime bien ce terme. Alors oui, parce que nous allons essayer d'analyser ce qui se trame à l'Assemblée de Corse. Président ou expert comptable, encore une fois, là, le fil d'Ariane, c'est ça, gestionnaire, président. C'est-à-dire quand on entend président, on entend un cap. On entend l'idée d'un changement presque de société. Qu'on nous propose un changement de société, est-ce que vous avez le sentiment, Norbert, c'est avec vous que je commence sur cette thématique-là de l'Assemblée de Corse, que et à la fois le président de l'exécutif et le président de l'Assemblée, Simeone et Talamone, incarnent une véritable présidence avec le désir de changer la société, ou finalement, est-ce que sur le temps imparti, ils gèrent, ils sont des experts comptables pour être un petit peu caricatural? Écoutez, moi il ne me semble pas. Il ne me semble pas qu'ils soient des experts comptables. J'ai plutôt envie de dire que l'ancien président
aurait pu être qualifié d'expert comptable ou de gestionnaire. Ça veut dire que vous trouvez qu'il nous donne un cap, une vision? Enfin, vous avez ce sentiment-là? Bien sûr. Bien sûr, Concrètement, j'ai quand même le sentiment qu'ils donnent une vision. Ils se rattachent eux aussi à une tradition. De la même manière que Benoît Hamon se rattache à une tradition profondément ancrée dans le socialisme, eux-mêmes se rattachent à une tradition. Ils font sans arrêt référence à des mythes fondateurs. On a besoin de mythes fondateurs. Ils font référence à des images tutélaires et, visiblement, ils dressent bien un cap. Alors, entre faire référence à des mythes, je comprends bien, hein, ça, c'est les valeurs également, toutes ces questions-là, la mythologie autour du nationalisme, des grandes figures du nationalisme, des grandes figures de l'histoire de la Corse. Mais est-ce que tout de même, vous avez le sentiment que la mandature dure 2 ans, vous avez le sentiment qu'il y a un cap qui est donné, on sait où la Corse va aller si Siméon et Talamone continuent à exercer le pouvoir. Vous avez le sentiment-là, Marie-Jo? J'ai l'impression, enfin, vous l'avez dit il y a 2 ans, et 2 ans, c'est vrai que c'est extrêmement court. Et 2 ans en plus avec un passif qui était quand même assez lourd. Donc c'est vrai que le cap, on l'espère, et je pense qu'ils l'ont en tête, mais ils sont bien obligés de gérer les affaires courantes. Et c'est vrai que là, ils sont obligés, depuis le début, on nous parle effectivement que d'argent, pratiquement que d'argent. Donc là, on est vraiment dans la gestion de la crise. Et elle manque un peu de poésie du coup et d'utopie. Mais c'est vrai que c'est paradoxal, parce que c'est vrai que c'est peut-être le parti qui s'est... le parti, enfin, le mouvement. Le courant politique qui est le plus basé sur des rêves et des utopies. Et c'est vrai que là, au gouvernement, avec cette très courte mandature, on n'est pas dans le rêve. Alors, avec cette courte mandature, est-ce que vous avez le sentiment qu'il s'agit d'une alternance politique, qu'il s'agissait d'une alternance politique ou d'une alternative politique? Vous voulez dire par alternance un changement, mais qui va peut-être être annulé aux prochaines élections. Par exemple. Par alternative, un changement de cap définitif. Et de choix de société. Moi, je crois qu'une page a été tournée. On voit bien qu'il y a une autre manière de faire de la politique qui est présente, un autre style. Ce sont d'autres hommes, une autre culture. Et je crois que le mouvement est irréversible. Le mouvement est irréversible. Ouais. Oui, pour moi aussi, c'était vraiment une alternative à la manière de gérer habituellement les affaires corses, en l'occurrence. Et je pense qu'il y a des leçons aussi à prendre pour d'autres partis et à l'échelle nationale. Il y a des manières de faire, de retour justement aussi aux traditions qu'on oublie un petit peu trop, des manières de s'ancrer dans le terroir, dans la culture, qui sont vraiment intéressantes. Alors, vous connaissez la règle, Marie-Jo. Norbert, je vous la donne, je vous la délivre. Vous avez 40 secondes, que c'est terrible, 40 secondes pour résumer une pensée, n'est-ce pas? Et pour répondre à cette question. Alors, on va la globaliser, d'ailleurs, la question. Aujourd'hui, avez-vous le sentiment que les politiques sont plus dans une posture de présidence, de président, ou sont de simples gestionnaires, autrement dit, des experts comptables? Marie-Jo qui commence, ça vous convient? Marie-Jo. Écoutez, c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression qu'ils ont cette posture d'expert comptable, et c'est bien désolant, parce que je crois que peut-être plus que jamais, parce que la crise est passée par là, parce que d'autres crises, les crises du Moyen-Orient, du Proche-Orient, les migrants, etc. sont là. Plus que jamais, on aurait eu besoin effectivement d'un cap au sens chef de file et vraiment objectif à suivre. Alors vraiment, on a envie d'avoir une direction. Et là, on a des gens qui ne nous donnent pas de rêve, qui finalement se heurtent plutôt sur des chiffres, effectivement, et puis sur des choses qui finalement s'ancrent plutôt dans la peur, pas en tout cas dans l'espoir. Mais vous avez tout de même le sentiment qu'à l'Assemblée de Corse, c'est différent. Il y a une volonté de présidentialité, je ne sais pas comment je dois le dire, mais c'est plutôt différent que là, il y a une vraie musique volonté, nationale. oui, tout à fait, et une vraie volonté en plus de représenter le peuple. Et de faire appel au mythe fondateur. C'est avec vous que je termine. Alors, incontestablement, il y a une tendance lourde des politiques à devenir de simples gestionnaires. Cela est décevant, parce que on attend autre chose des politiques. C'est une tendance lourde qui, bien souvent, est contrariée par des fluctuations qui vont en sens inverse. Lorsqu'on voit, par exemple, sortons de nos frontières, lorsqu'on voit, par exemple, l'émergence de mouvements politiques se réclamant de l'islamisme radical, il est bien évident que là, ces politiques-là n'ont rien à voir avec les critères de compétence et de gestion. Lorsqu'on voit la présidence, les 2 présidents de l'Assemblée de Corse, revenons chez nous,
ou lorsqu'on voit, par exemple, l'émergence de Benoît Hamon, on s'aperçoit que ce n'est pas le critère de la compétence qui a présidé à leur élection. C'est d'autres critères, notamment les valeurs de tradition et de respect d'une certaine culture. Alors pour Benoît Hamon, on ne va pas tirer des plans sur la comète, il y a un second tour tout de même, même si cela se semble plutôt à son avantage. En tout cas, il y a une dynamique qui est créée autour de Benoît Hamon. Merci beaucoup. Vous avez à peine un petit peu débordé, mais c'était cadeau pour votre première en tant que débatteur. Mon cher, c'est quand même normal de déborder un peu. Évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 3 Corse via Stella. Je vous dis à demain, même lieu, même heure, pendant le 20h, évidemment.